Bonjour à toutes et à tous. Il est presque 14 heures et nous allons pouvoir d'ores et déjà commencer. Comme à chaque fois, donc merci beaucoup de nous rejoindre pour ce cycle de conférences qui est proposé par la Trousse à Projet et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité des territoires numériques éducatifs. Donc, je rappelle, c'est un cycle qui est destiné aux parents, aux enseignants, mais aussi à tous les partenaires de la médiation et de l'animation numérique. Il est composé de 10 conférences, un mercredi par mois pour démêler 10 idées reçues sur le numérique. Aujourd'hui, nous entamons la 7e conférence, intitulée «Vrai ou faux? Les outils numériques facilitent la vie de tous les parents?» Point d'exclamation. Vous êtes toujours, nombreuses et nombreux à vous inscrire à ce cycle, le suivre, et aussi à le regarder maintenant en rediffusion. Ça montre bien l'intérêt que suscitent encore les problématiques liées au numérique et à l'éducation. Donc merci, de nous suivre, aujourd'hui en direct. Vous êtes déjà un peu plus de 100. Nous sommes ensemble de 14 heures à 14h45. Comme d'habitude, on commence par une première demi-heure d'échange avec, Pascal Plantard que je vais présenter, dans un instant. Mais n'oubliez pas que de 14h30 à 14h45, on prend des questions. Donc vous avez la possibilité de nous poser ces questions via, l'outil qu'on utilise dans l'onglet, Q et R. Voilà, donc partager des questions, des remarques, qui alimenteront donc la deuxième partie de notre échange. Voilà, donc aujourd'hui, notre conférence s'intéresse à un sujet qui finalement est au cœur du programme des territoires numériques éducatifs et notamment de la parentalité numérique, puisqu'il s'agit de parler des relations entre famille et école, mais notamment au travers du rôle facilitant ou pas, c'est ce qu'on va discuter, que peuvent jouer les technologies numériques. Alors vrai ou faux, les outils numériques facilitent la vie de tous les parents? Pour répondre à cette question et démystifier, étudier, réfléchir cette idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Plantard, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université Rennes 2 et notamment donc co-directeur du GIS Marsouin. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors peut-être avant de rentrer dans le cœur de notre sujet et dans le démêlage de notre idée reçue, est-ce que vous pourriez, donc rapidement peut-être compléter la présentation que je vous ai faite, que j'ai faite de vous et nous rappeler les travaux peut-être, récents que vous avez menés ou qui sont en cours, autour de notre thématique? Alors, pour préciser les choses, je suis effectivement professeur à l'université Rennes 2 et co-directeur du gros réseau de recherche sur les usages des technologies numériques qui s'appelle Marsouin, qui est situé en Bretagne et qui regroupe en gros 18 labos de sciences humaines et sociales qui travaillent sur la question des usages des technologies numériques. Depuis 2002, donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Nous travaillons sur les questions d'éducation et on va dire d'inégalité socio-numérique, les questions entre guillemets, j'expliciterai les guillemets, de fracture numérique depuis quasiment la création du GIS. Le tout à travers des programmes de recherche de plus en plus conséquents, puisque là, on a enchaîné plusieurs programmes de recherche, programmes d'investissement d'avenir de plusieurs années sur lesquels nous avons publié beaucoup de résultats. Alors, du côté social, ils ont pour nom Capacity, qui a été le premier avec la FING, dont on a tiré ce fameux chiffre des 13 millions d'exclus du numérique. On a poursuivi avec des enquêtes concernant les familles qui s'appellent Capuni. Capuni en 2019, puis arrivé avec la pandémie, on a fait un Capuni crise en 2020, donc je vous parlerai de ça pendant mon intervention. Nous sommes en train de sortir les premiers résultats de Capuni 2022 et notre positionnement et le positionnement de mon labo au sein de Marsouin. Donc mon labo, c'est le CREAN, le Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. C'est aussi de mettre en perspective les questions éducatives, scolaires, éducation populaire, éducation spécialisée et évidemment éducation familiale, avec ces travaux sur globalement le numérique en société. Donc les travaux sur les questions éducatives, c'est Inéduc, sur les inégalités éducatives, l'accompagnement du déploiement des premiers collèges connectés,
et plus récemment un IFRAN qui s'appelait IDE. Un IFRAN, c'est un des gros programmes de recherche où on a expérimenté des coopératives pédagogiques numériques en Bretagne, essentiellement pour soutenir les enseignants, mais où la problématique finalement de l'éducation familiale et de l'éducation populaire, donc de la médiation numérique, n'était pas très loin. Donc en ce moment, notre actualité, c'est de poursuivre ça à travers plusieurs programmes de recherche, notamment les fameux GTNUM, groupe thématique numérique de la direction du numérique pour l'éducation, en élargissant nos champs avec des territoires, puisque la donnée territoire est vraiment importante pour nous. En fait, on est en train de sortir de Bretagne, voilà, pour aller observer ce qui se passe dans d'autres territoires, et certains territoires étant très spécifiques. Je pense par exemple à la Martinique, dont je vous parlerai tout à l'heure. D'accord, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Enfin, et donc on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches en cours. On va essayer maintenant de la vulgariser, hein, de la rendre accessible à un large public. Mais avant de rentrer peut-être sur des travaux récents, je vous propose qu'on fasse un peu un retour en arrière, et je pense que ça vous donnera l'occasion d'expliciter les guillemets autour de la fracture numérique, puisque en 2011, vous avez publié l'ouvrage Pour en finir avec la fracture numérique, hein. C'était donc il y a 12 ans. Voilà, et donc on sait aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus que vous vouliez ouvrir les guillemets, que la notion de fracture numérique est largement débattue par les chercheurs depuis presque 20 ans. Et donc qu'est-ce qui a changé depuis finalement l'écriture de ce livre, et particulièrement en ce qui nous concerne, à savoir le rapport des parents aux outils numériques imposés par la scolarité de leurs enfants? Alors, les guillemets de ce premier ouvrage, évidemment que en tant que chercheur et équipe de recherche, on n'avait pas l'intention d'éradiquer, on va dire, les inégalités socio-numériques en publiant un ouvrage. Mais c'était pour en finir effectivement avec la notion de fracture numérique. En fait, c'est un imaginaire. Je vais revenir sur cette notion d'imaginaire. C'est un imaginaire qui provient finalement du déploiement de l'Internet et provient des premiers travaux et des premiers modèles qui sont plutôt issus, on va dire, des théories de la diffusion, comme si les technologies étaient conçues par des industriels, mis en forme et mis en discours, en publicité par le marketing, et que nous, usagers, nous étions strictement et uniquement les consommateurs de ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on s'est étonné très très vite de l'émergence de cette idée de fracture numérique. Alors moi, je le situe en 96 dans un discours de Bill Clinton. Donc, vous voyez, en 96, les Américains étaient même pas 1% de familles à être équipées connectées. Nos premiers chiffres à nous en France, c'est ceux du Crédoc, c'est 98 et on était 3%. Ce qui veut dire qu'on va manipuler cette histoire d'imaginaire d'Internet global, et ça va nous masquer tout un tas de difficultés. Donc petit à petit, on va avoir la fracture de premier niveau avec l'équipement et la connexion, de deuxième niveau avec la question de la manipulation, de troisième niveau avec les usages, etc., etc. Bilan des courses, finalement, ça ne nous permet pas de voir vraiment ce que sont les inégalités socio-numériques, puisqu'il y a un continuum entre les pratiques sociales et les pratiques numériques. Et c'est pour ça qu'on avait publié ce bouquin, qui s'est installé finalement dans une perspective scientifique nouvelle, celle de l'anthropologie ou de la sociologie critique des usages, qui prend en compte finalement l'origine même des cultures numériques, avant de parler des équipements et des pratiques. Et donc, on va travailler à la fois sur le temps long de l'appropriation des technologies numériques, et puis aussi sur les dimensions, on va dire, symboliques, subjectives. Je reviendrai dessus. Donc, pour reprendre maintenant l'actualité par rapport à cet ouvrage qui a
qui a eu 3 rééditions, et on est en train de réfléchir peut-être à une réédition augmentée par une nouvelle introduction due aux travaux issus des travaux qu'on a menés entre ces deux périodes. Alors, du point de vue scientifique, effectivement, cette question de techno-imaginaire, cette question de construction de représentation est très, très vive. Donc, il y a énormément de travaux de recherche sur ces sujets-là. Et on voit bien qu'il y a deux techno-imaginaires qui nous posent problème. La digital divide, hein, la fracture numérique, et de l'autre côté, les digital natives, hein, ce que moi j'appelle le complexe d'Obélix. Hein, les jeunes seraient naturellement doués avec les technologies. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Et tout un tas de recherches qui sont des recherches avec des méthodologies qui permettent de voir ce que font vraiment les usagers avec les technologies, et non pas, on va dire, des mesures en extériorité, qui plus est avec des biais de type, c'est pas très très sain de prendre les données de Facebook pour étudier Facebook. Voilà, on est dans cette distance-là au niveau scientifique. Sur le plan sociétal aujourd'hui, moi je vois des éléments négatifs très importants. Alors le premier, c'est l'explosion de ce qu'on va appeler les exigences numériques de la vie quotidienne, et particulièrement la question de la dématérialisation administrative, dans lequel rentre, dans le grand champ finalement de représentation, les questions de l'accompagnement scolaire, du suivi scolaire des familles par les environnements numériques de travail, par Pronote, etc., rentrent dans ce contexte-là. Et là aussi, ces facteurs de pratiques différentes et d'inégalités. Le deuxième élément, c'est finalement l'accélération des modalités de sollicitation numérique de l'économie de l'attention par les plateformes. Et ce qui change, il y a une vingtaine d'années, très peu d'algorithmes étaient conçus pour être, entre guillemets, addictifs, hein, ce que nos collègues de psycho appellent les dark patterns, les algorithmes qui vous font suivre une série sur une plateforme épisode après épisode sans arrêter, qui vous font acheter tout un tas de choses, qui vous font vous accrocher à tel ou tel réseau social. Donc ça, c'est aussi important, ce qu'on peut appeler finalement la dérégulation des plateformes et la sursollicitation des usagers. Vous voyez que les deux se parlent quand même, hein. Dématérialisation et plateformes, ça se parle. De l'autre côté, il y a quand même une prise de conscience comment dire, familiale, générale, assez importante, particulièrement depuis la pandémie. C'est-à-dire qu'en gros, les questions de fracture numérique, d'inégalité, de dématérialisation, on rangeait ça dans la catégorie pauvreté, précarité, vieillissement, ça ne nous concernait pas. On a bien vu avec les confinements que finalement, c'était pas si simple que ça de vivre à travers les environnements socio-techniques, les environnements numériques, et que peut-être que ces questions d'inégalité dépassaient les rapports à la marge, c'est-à-dire concernant des populations marginales, pour s'adresser à toute la population. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une prise de conscience un peu généralisée et tout un tas de secteurs. Alors là, on s'adresse aux familles, mais clairement, du côté des enseignants, il y a une prise de conscience, du côté des travailleurs sociaux, il y a une prise de conscience de ce côté-là, du côté, on va dire, de l'éducation populaire et de l'éducation familiale, elle est peut-être plus antérieure, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, comme si finalement le numérique était mis en lumière aujourd'hui comme enjeu de démocratie et comme enjeu de la crise écologique, etc. Vous voyez qu'on est dans un contexte sociétal qui favorise peut-être une prise de conscience un peu critique des usages des technologies. Mmh. Mais si de toute façon, on aura l'occasion de réaborder l'enjeu donc de la dématérialisation en général. Mais si on reste un instant sur la question du rapport des parents aux outils numériques, on peut quand même se dire que depuis 2011 et donc la publication de votre ouvrage, où à l'époque vous parlez beaucoup d'équipement, cet équipement a quand même beaucoup évolué. Enfin, et d'ailleurs, c'était peut-être, ça a été une des erreurs
constaté pendant le confinement, de croire que l'équipement avait été totalement, les inégalités d'équipement avaient été totalement résorbées, que bon, il y avait quand même déjà des problématiques d'équipement, à certains endroits et puis qu'après, il y avait des spécificités d'équipement, la différence entre être équipé de smartphone, être équipé d'ordinateur, avoir une ou pas une imprimante, avoir, de la 4G ou, du Wi-Fi, avec de la fibre. Enfin, est-ce que donc là-dessus vos grilles d'analyse, se sont affinées et donc, pour poursuivre sur ça, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, cartographier et comprendre les usages des outils numériques scolaires par les parents en fonction de caractéristiques sociales, d'un niveau de culture numérique des parents, d'équipement, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre, les évolutions qu'on a pu constater justement depuis 2011 où on parlait de cette fracture numérique, comme, béante? Notre travail de recherche, d'objectivation des usages des technologies numériques au plus près des usagers, donc il y a des grandes enquêtes quantitatives, mais il y a aussi un grand travail ethnographique d'observation plus ou moins participante, d'observation longue d'un certain nombre d'usagers. Faisait qu'en croisant l'enquête Capacity, en croisant les baromètres du Crédoc, on savait avant le confinement, par exemple, on l'a démontré dans l'enquête Inéduc, que si les familles populaires sont à peu près autant équipées de technologies numériques que les classes moyennes et les classes aisées, ce ne sont pas les mêmes technologies. C'est-à-dire que globalement, il y a un recul assez remarquable depuis 5 ans de l'équipement en micro-ordinateur, qui plus est du multi-équipement en micro-ordinateur dans les familles populaires, et une prévalence du smartphone. Mais avec une présence très importante de la télévision, et pour les plus jeunes, une présence très importante de la télévision et des consoles de jeux. Et ce qu'on avait constaté dans Inéduc, c'est que finalement, c'était très lié aux modèles parentaux. Et si dans un certain nombre de familles, on essaye de garder finalement un espace collectif d'accès aux technologies numériques autour de la télévision, autour d'un ordinateur partagé, etc., on va dire que dans plein de familles, particulièrement des familles populaires, les technologies sont confiées, particulièrement à l'adolescent, dans sa chambre en fait. Et ça renvoie finalement à une culture presque de l'isolement, ça renvoie le fait que les pratiques numériques finissent par être hors de vue des parents. Ça a été, ça a été très déterminant dans les enquêtes qu'on a menées pendant le confinement. C'est-à-dire, comme on savait ça avant, on a pu monter des enquêtes qui nous ont permis de voir que finalement, l'école à la maison avait été globalement ça fait partie des éléments de pratique numérique pendant le confinement qui se sont le plus développés. Je crois que les chiffres qu'on avait sur Cap Unicris, c'est plus 42%, mais je reviendrai dessus. Et on se retrouve avec finalement la même sociologie de l'école à la maison que la sociologie des devoirs. C'est-à-dire qu'en gros, dans la sociologie scolaire, on sait que c'est 40% des parents qui se disent très impliqués dans le suivi, dans notre enquête Capuni Crise, échantillon représentatif de la population française, donc on est sur des données robustes. 40% des parents qui se disent très très impliqués, ça ne s'est jamais vu quand on parle du suivi scolaire ou des devoirs antérieurement. Donc là, il y a eu un effet Covid très important. Et on se retrouve finalement avec une sociologie assez classique. Il y a plus de femmes qui sont mobilisées. Il y a plus de la tranche des parents entre le primaire et le début du collège, donc en gros les 30-44 ans. On voit bien que du côté du lycée, les enfants sont plus autonomes, donc il y a un lever de pied. Et évidemment, les moins impliqués, c'est les personnes sans activité professionnelle, les personnes bénéficiant des minima sociaux ou étant dans des conditions de vie difficiles, les personnes seules et les parents peu diplômés. Donc quand je vous raconte ça, en fait, je suis en train de vous raconter qu'il y a un vrai continuum entre le rapport à l'école et le rapport aux technologies numériques, et qu'il est plus marqué par le rapport à l'école.
avec un bémol, et ça c'était passionnant, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, les habitants des zones rurales isolées ont été surimpliqués dans cette situation-là. Quand on sait que les zones rurales isolées sont les moins équipées et les moins connectées, au sens, c'est là que se trouvent les zones blanches, on voit bien que la densité de la demande scolaire est peut-être aussi très importante dans des territoires qui sont par ailleurs, entre guillemets, privés de numérique. Deuxième élément, on avait posé la question sur les difficultés du suivi en discriminant difficultés liées à la technologie et difficultés liées au suivi scolaire. Donc en gros, est-ce que vous avez plus de mal à comprendre l'école ou plus de mal à comprendre les technologies? Ça nous a vraiment, vraiment étonnés de se rendre compte que finalement, c'est les personnes sans diplôme ou très peu diplômées, finalement, la compréhension des consignes scolaires était plus discriminante à 38%, là où finalement l'accès aux technologies est moins discriminante, à 14%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en gros, on a une massification des technologies dans la vie quotidienne qui, pour une part, peut faciliter l'appropriation des technologies, mais que quand on va aller dans des sphères qui sont des sphères soit professionnelles, soit administratives, soit liées à la santé, soit liées au scolaire, des champs finalement où il y a un numérique qui répond à d'autres logiques que le numérique du quotidien, on va dire, eh bien, finalement, ce numérique peut être plus facilitant quand même. Hein. Particulièrement, Et là, oui. par rapport à la question, donc, dans le monde scolaire, mais on peut sans doute l'élargir au monde administratif. J'imagine que le fait que les outils numériques s'appuient là, donc vous l'avez évoqué sur la question de la consigne, mais aussi plus globalement sur la culture de l'écrit et aussi de la culture du calcul, de la production, de l'efficacité, joue dans ces discriminations, dans la création de ces discriminations entre populations qui maîtrisent plus ou moins bien, on le sait, la culture de l'écrit et la culture de l'efficacité de la productivité telle qu'elle est structurée par les outils numériques? Tout à fait. Alors, je vais reformuler avec, on va dire, nos propositions de concepts permettant d'expliciter ça. En fait, il y a un double mouvement qui est lié au niveau des représentations. Hein. Pour être clair, pour utiliser cette souris-là, il faut que j'ai la représentation de à quoi ça sert. Je ne sais pas si vous avez vu le film Moi, Daniel Blake, où Daniel Blake, le vieux chômeur anglais, met la souris en haut de l'écran. Évidemment que c'est une question de représentation et que cette question de représentation, elle est liée à la culture numérique qui est elle-même liée à l'expérience que nous allons avoir avec les technologies numériques. Pour vous donner un cadre global, je renvoie aussi aux travaux de Dominique Pasquier sur le numérique des familles modestes. C'est pas la même chose que pour un universitaire comme moi qui a ouvert son premier courrier électronique en 93-94, au tout début de l'Internet, en se rappelant que le courrier électronique a été inventé 20 ans avant, en 71, que pour une famille en difficulté du centre Bretagne, à qui on oblige à ouvrir un courrier électronique pour rentrer sur les plateformes administratives. C'est bien que le type de représentation et d'expérience n'a strictement rien à voir. En gros, du côté du scolaire, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, nous avons une représentation de l'écrit qui renvoie à une représentation des premières phases socio-historiques du numérique, plutôt liées à l'informatique ou à la micro-informatique des années 70-80, liées à une forme de rationalité, portée finalement par des politiques publiques dont les acteurs sont la plupart du temps des technocrates, donc quelque chose de très urbain, de très formalisé, etc. Là où Dominique Pasquier nous raconte que dans les familles populaires, ce qui prévaut, c'est finalement un usage numérique du quotidien, en mettant par exemple en avant l'exemple des tutos sur YouTube. Vous voyez, quelque chose qui n'a strictement rien à voir.
Et donc, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du renforcement de la représentation négative. C'est-à-dire que si on présente le numérique scolaire comme strictement et uniquement dans la culture de l'écrit avec une représentation sous-jacente logico-mathématique, on renforce cette représentation techniciste des technologies, là où l'expérience des usagers, particulièrement dans les familles populaires, et particulièrement chez les jeunes des familles populaires, ne correspond pas du tout à leur réalité, à leur expérience numérique. Alors, c'est ce qui explique pourquoi je me bats bec et ongle contre la représentation des digital natives. Au quotidien et dans nos travaux, de nombreux enseignants, médiateurs, formateurs, travailleurs sociaux savent très très bien que des gamins qui sont scotchés H24 sur les réseaux sociaux et leur smartphone sont incapables de comprendre la commande scolaire, sont incapables de rentrer sur un environnement numérique de travail. Quand il s'agit de leur demander des travaux en ligne, c'est la croix et la bannière. Et quand il s'agit ensuite d'aller chercher des stages, puis monter un CV, etc., on voit bien qu'ils ne sont pas prêts du tout, parce que le gap de représentation, l'écart de représentation est beaucoup trop important. Et là, on va dire, la socio et l'anthropo des usages, ainsi que certains travaux de didactique et de psychologie, je pense à André Tricot, démontrent qu'on va, que là, on privilégie finalement une représentation dominante des technologies au détriment de l'expérience. Et pour, minimiser mon propos un peu à la Bourdieu, quoi, un peu sociologie de la domination, classe sociale, etc., je pense que pendant le confinement, on s'est quand même rendu compte que ça traversait aussi les classes moyennes et les classes aisées. C'est-à-dire que ça dépend aussi du regard qu'on a vis-à-vis des technologies, et chacun d'entre nous a dans son environnement des gens qui n'ont pas de problème d'argent, qui n'ont pas de problème d'identité professionnelle, etc., mais qui sont en difficulté vis-à-vis des sollicitations numériques diverses et variées. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai on a intitulé notre idée reçue autour des parents parce que on est sur. Je vais couper votre micro, Pascal, parce qu'il y a un peu d'écho, mais je le remettrai. On l'a nommé auprès des parents parce qu'on est sur un cycle de parentalité numérique avec la trousse à projet, mais on aurait pu dire, les enseignants et les élèves. Enfin, finalement, tout le monde est. Est-ce qu'on peut dire juste un petit mot avant de filer sur la suite? Parce que je vois que le temps avance, c'est passionnant. Mais peut-être juste, de reparler un peu du cas Pronote. Il y a eu beaucoup d'articles sur Pronote. Est-ce que Pronote est un outil qui facilite la vie des parents? Bon, on ne peut pas répondre par oui ou par non, mais en tout cas, quel est votre regard? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié? Puisque là, je pense à Pronote, notamment parce que c'est, notamment le rapport autour de l'évaluation et que bon, l'évaluation est pas toujours reçue de la même façon, dans toutes les familles. Il y a une culture scolaire là, j'imagine encore. Comment vous avez, étudié ça ou pas? Et dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Le cas Pronote est plus spécifiquement les environnements numériques de travail. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait eu un bond très important de communication entre les parents et les enseignants pendant le confinement. On a été à 95% sur un échantillon représentatif de la population française, d'échanges ponctuels ou habituels. Et pour ne prendre que le premier degré, 78% des parents disent dans le premier degré que c'était nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement c'est très élevé, mais en plus de ça, c'est très nouveau. Et donc, il y a eu une réponse institutionnelle plus ou moins adaptée. Vous savez que les ENT sont différents d'une académie à l'autre. Les ENT du premier degré se sont déployés pendant la pandémie ou juste avant ou juste après. Donc, on a finalement aussi cette offre d'environnement. Et donc, moi, je vois deux caractéristiques dans Pronote. La première, c'est que c'est un environnement qui est installé depuis longtemps, donc qui s'est petit à petit acculturé et qui, même si sur certains aspects peut paraître intrusif ou peut paraître comment dire, oui, intrusif et un peu
un peu beaucoup dans la logique de la dématérialisation administrative, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas rassurant à la fois pour les parents et pour les enseignants et les cadres scolaires. Avec cette remarque absolument fondamentale, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous adresser à des élèves de classe populaire, des élèves en situation de stigmatisation socio-scolaire, je pense SECPA ou autre filière, attention aux outils de communication que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous envoyez un rappel par mail pour aller sur Pronote dans des familles de gens du voyage aussi, dans des familles qui sont très très loin de ces cultures-là, il va falloir faire un boulot de médiation numérique au sens de l'accompagnement aux pratiques numériques. Donc, pour moi, Pronote est un environnement plutôt rassurant et qu'il faudrait faire évoluer vers un peu plus de conception centrée utilisateur, vers un peu plus d'aller-retour, etc. Mais si on compare avec d'autres environnements numériques de travail, si on compare aux territoires où il n'y en avait pas, on va dire le bilan de Pronote est, à mon sens, plutôt positif, sous réserve de mener des travaux de recherche un peu plus conséquents là-dessus. Je suis en train de vous l'installer dans des retours de recherche qui ne concernaient pas spécifiquement Pronote, mais l'ensemble, finalement, de l'offre numérique scolaire. Merci. Et moi, de mon côté, je n'avais pas de fixette sur Pronote. C'était que comme je pensais notamment à la question de l'évaluation et de la communication des notes, qui était un sujet qui pouvait poser question auprès des parents. Il est déjà 30, donc on va passer tranquillement au moment questions-réponses avec les gens qui nous suivent. N'hésitez pas à poser votre question. Je vais en poser moi une dernière, Pascal. On va essayer d'y répondre assez rapidement, même si c'est un peu une ouverture. Mais comme tout est passionnant, le temps passe trop vite. Vous avez publié plusieurs articles entre 2020 et 2021 en disant qu'à la faveur de la crise, parents et enseignants avaient connu un rapprochement inédit. Voilà, est-ce que ce rapprochement a survécu selon vous au «monde d'après» entre guillemets? Et comment s'articulent aujourd'hui les outils et technologies numériques? Est-ce que, vous avez, fait des préconisations qu'on peut ressortir ici, histoire de conclure un peu notre premier temps d'échange sur, des préconisations, des choses positives ou des bonnes pratiques à partager? Puisque je rappelle, les gens qui nous écoutent aujourd'hui sont des parents, qui peuvent, essayer d'appliquer ça entre eux, des enseignants, mais aussi des acteurs, et des partenaires de l'école. Mmh. Alors, je trouve que c'est un bon endroit pour répondre à cette question parce que pour moi, le principal enjeu des années qui viennent, c'est la question de la parentalité et la question de l'éducation au numérique au sens large par l'ensemble des acteurs, en commençant par la famille et non pas en finissant par la famille. Il y a un changement de regard là. On a été énormément centré sur l'école. Moi, je pense que l'enjeu, il est vraiment du côté de la famille aujourd'hui. Et la communication école-famille, eh bien, elle est à la fois écosystémique et multiscalaire, c'est-à-dire à différentes échelles. Et il y a des bassins de vie autour d'établissements scolaires où cette communication a permis de redéfinir les rapports entre le collège, l'école, le collège, le lycée et les parents. Et nous avons des démonstrations qualitatives très très précises là-dessus, mais pas uniquement en Bretagne. Je dis, on regarde ce qui se passe aussi dans les territoires ultramarins et c'est absolument passionnant. Là où tout s'est arrêté faute de ressources. C'est-à-dire qu'assez clairement, dans un bassin de vie de Martinique où il n'y a pas de connexion, où il n'y a pas d'ordinateur, où il n'y a pas d'enseignants, où les services publics sont en grande difficulté, vous imaginez que ce qui s'est passé prendre appui sur ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est un peu plus difficile que, on va dire, dans des endroits où ça a permis, je pense aux métropoles en particulier,
aux métropoles de l'Ouest, où ça a permis de rebondir, de faire de nouvelles offres, de nouer des nouveaux partenariats, etc. Donc, il y a ce constat-là, c'est que c'est pas gravé dans le marbre, ça dépend vraiment, et non pas ça dépend vraiment d'écosystèmes, mais qui se génèrent pas à l'échelle nationale, qui se génèrent territoire par territoire, pour moi, à l'échelle des bassins de vie. Pour la suite, il est absolument clair qu'il faut arrêter de laisser les gamins tout seuls dans les mondes numériques. Voilà. L'histoire du digital native, c'est une représentation marketing, c'est une représentation d'adultes qui nous a, comment dire, rassurés pendant des années et mis à distance. Hein. J'ai même entendu des enseignants ou des travailleurs sociaux dire bah, ils sont nés dedans, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Bah, non, quand on est placé dans un établissement d'éducation spécialisée ou quand on est face à une classe, non, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin du regard de l'adulte, ils ont besoin du regard de l'adulte, ne serait-ce que pour repérer ce qui est dangereux ou pas dangereux, ne serait-ce que pour repérer ce qui est vrai ou faux concernant les informations sur Internet. Je vous parle de l'éducation aux médias. Donc voilà, je pense que l'enjeu principal, c'est effectivement cette parentalité numérique qui nous concerne tous. Alors évidemment, les ministères, particulièrement l'éducation nationale, doivent vraiment stabiliser ces politiques et être en capacité de les ancrer dans les territoires. La recherche doit fournir des outils de réflexivité, de compréhension des environnements numériques et peut-être pour les acteurs doit inspirer, on va dire, des méthodologies d'accompagnement, particulièrement des publics les plus vulnérables. Du côté des enseignants, faut arrêter la dichotomie d'un côté la didactique et on va dire les sciences et technologies et de l'autre les cultures numériques. Il est évident qu'il faut enseigner, pour faire simple, il faut enseigner le code, il faut initier au code quelque part et le maintenir, tout en maintenant tout un tas de projets où l'usage des réseaux sociaux, où l'usage de la documentation sur Internet doit être dans la transversalité. Et il y a un troisième acteur qui est le tiers secteur, en fait, l'éducation populaire, la médiation numérique, etc., qui a à se positionner entre l'école, la famille, les territoires, et elle le fait. Enfin, elle le fait peut-être pas encore suffisamment et avec suffisamment de moyens, mais il y a un bel enjeu là pour les années à venir qui est autour de réinvestir en tant qu'adulte référent, en tant qu'adulte responsable, les mondes numériques. Ok, merci. Donc ça joint un peu quelques questions que j'ai vues, qu'on a sélectionnées. Donc je vais quand même en poser, voir combien je peux en poser sur le temps qui nous reste. Il y en a, finalement, c'est intéressant, il y en a qui concernent les élèves eux-mêmes. Donc j'en pose en grappe, hein, Pascal. Par exemple, une question, les outils numériques ne stressent-ils pas les élèves? Le temps passé dessus ne se fait-il pas au détriment du pédagogique? Moi, j'ai envie d'étendre la question, est-ce qui stresse pas les parents? Vous disiez plutôt que, a priori, c'était quand même plutôt positif. J'avais vu effectivement des études qui renforçaient cette question, mais on peut peut-être reboucler sur ça. Une autre question sur une dimension plus familiale, voilà, est-ce qu'il y a des idées de pistes d'action, des préconisations pour les familles où le numérique n'est pas vécu collectivement pour créer du rapprochement, y compris si les parents sont réfractaires à monter en compétences et à s'interroger sur leurs pratiques numériques? Et peut-être une dernière question, désolé, je groupe, hein, on a des conseillers numériques en territoire rural, en tout cas celui-là en territoire rural, qui nous a posé une question. Auriez-vous des ressources ou des conseils à donner aux parents dans leurs usages numériques pour l'accompagnement de leurs enfants? Donc voilà, peut-être quelques conseils ou quelques ressources ou quelques voilà, On est, éléments pour aller plus loin. alors, on est dans le même, on est un peu dans le même registre avec toutes ces questions. Donc déjà, il faut sortir du numérique. C'est-à-dire, quand on me demande si les outils numériques sont efficaces ou pas, etc., je pense que le travail d'André Tricot pour le CNESCO, qui a fait un balayage là, des travaux sur les technologies éducatives il y a 2 ans maintenant, je crois, démontre ça vraiment très très bien et on est vraiment dans cette dynamique-là, nous aussi en Bretagne. Il n'y a pas de numérique en général, il n'y a que du numérique en particulier.
Et donc, à chaque fois qu'il y a un environnement sociotechnique, ce que j'ai répondu sur Pronote, il se fait dans un contexte social, culturel, territorial qui est très différencié. Alors, je vous donne une illustration. Quand j'ai fait une mission en Martinique, une mission de recherche, je vais dans les établissements scolaires avec mon équipe et on fait des entretiens collectifs. À un démarrage de cet entretien, d'un entretien collectif, il y a une enseignante de collège qui me dit « Monsieur Plantard, comment on lutte contre les influenceuses ?» Les influenceuses, sous-entendu les influenceuses de Dubaï. Vous voyez bien qu'on est très loin des outils numériques. On est dans l'ensemble culturel qui fait que en Martinique, dans les territoires ultramarins, avec ses spécificités culturelles, etc., avec une proximité plus grande des offres nord-américaines, etc., ce qui se passe au quotidien pour une grande partie de nos propres enfants et élèves vis-à-vis du rôle des influenceurs, et je ne suis pas en train de jeter bébé avec l'eau du bain, je trouve qu'un influenceur comme Hugo Décrypte est quelqu'un de vraiment important, donc il y a aussi du très bon dans ce monde-là, mais il y a aussi du très très mauvais, et ce très mauvais, en fait, alimente, c'était la deuxième question, alimente tout un discours sur ça ne sert à rien de travailler à l'école, donc ça ne sert à rien de se reposer le soir et de se déconnecter des réseaux sociaux ou des plateformes, ça ne sert à rien d'écouter, parce qu'il suffit de montrer ses fesses sur Internet pour devenir riche. Vous voyez bien qu'on est dans les imaginaires, et que ces imaginaires-là doivent se confronter à un discours d'adulte qui leur dit, parents, enseignants, médiateurs numériques, non, ça, c'est pas la réalité, quoi. Voilà, donc c'est le vieux message de McLuhan à l'envers. Le message n'est pas le médium. Il se passe des choses très intéressantes sur TikTok, mais quand même, la majorité de ce qui se passe sur TikTok, lorsque les ados sont tout seuls sur TikTok, c'est plutôt envahissant, saturant. Enfin, ça conduit à des situations de surcharge cognitive, de surcharge émotionnelle, etc., qui sont totalement incompatibles, non seulement avec les situations d'apprentissage, mais aussi avec les situations de socialisation, enfin de vivre ensemble, d'interaction humaine dans la vie réelle. J'ai fait une réponse un peu Oui, non, globale. ça répond, je pense, quand même. Je vais recouper votre micro. Si je reformule, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Donc c'est une petite reformulation de ma part, un peu de la manière dont je vous ai entendu, mais aussi d'autres choses que je lis et entends ici et là. C'est que on a tort souvent aussi que ce soit pour vanter les mérites du numérique entre guillemets, ou là, enfin parfois de dire que il complexifierait les choses, c'est qu'on a tendance à avoir une approche trop technocentrée. C'est-à-dire de se concentrer effectivement sur sur ce que fait le numérique, comme s'il était la cause des cyberviolences, la cause, de la déconnexion de certaines familles, alors que finalement le problème est plutôt, social, culturel, économique, et cetera. Et que donc par exemple, on a un peu évoqué cette question que peut-être que le problème finalement avec certains outils numériques, c'est non pas qu'ils soient numériques, c'est juste qu'ils ont été pensés, avec une culture de l'écrit ou une culture de la communication qui n'est pas propre à tous, et donc on a un problème d'ergonomie ou de design. Plus que d'ergonomie et de design, et les travaux sur la conception aujourd'hui des environnements, des offres de dématérialisation, il y a particulièrement nos collègues belges et québécois qui sont très forts là-dessus, racontent que finalement, une partie de ces offres technologiques sont conçues avec des fausses représentations des usagers. C'est-à-dire que c'est pas une objectivation de la personne en situation de handicap ou de la personne en situation de vieillissement ou de l'élève en situation d'apprentissage qui prévaut à une grande partie de l'offre commerciale aujourd'hui. C'est une espèce de représentation du petit cousin qui est autiste, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue, et les entretiens faits par mes collègues sur les concepteurs sont vraiment intéressants, où on se rend compte qu'eux aussi, ils ont besoin de bouger, et ils bougent. C'est-à-dire que les collègues, par exemple, de l'INRIA en France s'intéressent depuis quelques années énormément aux questions de genre, aux questions de culture, aux questions d'inégalité sociale, et commencent à nouer un dialogue important avec nous. C'est-à-dire que concevoir des environnements technologiques en dehors
d'une vraie objectivation de qui sont les publics et quelles sont leurs pratiques numériques et comment on peut concevoir des environnements numériques ouverts avec rétroaction, conception centrée utilisateur, mais dans la dynamique, on n'en est pas encore tout à fait là. Et c'est la voie probablement la plus difficile, mais c'est la voie qui est utilisée par les Européens, là où l'offre américaine des GAFA, c'est on va tordre l'usager à nos algorithmes, à nos pratiques, etc. Et donc, voilà, à nos offres techniques. On est là-dedans. Et juste pour rebondir sur les ressources, pour les conseillers numériques, les médiateurs numériques, les enseignants ou les associations de parents d'élèves, il me semble quand même qu'il y a toujours un moment de démarrage d'un accompagnement à l'appropriation du numérique sur le territoire sous forme de forum débat, sous forme de... nous, on livre énormément de choses, on a publié plein de choses, on est en train de le faire là, pour la trousse à projet, mais on a publié plein de choses, des fiches, etc. etc. Je ne regrette pas du tout de le faire. La question de la diffusion, de la valorisation des travaux est vraiment importante, mais ce que je constate, c'est que les gens ont besoin de causer, quoi. Et que, prenez, mes vidéos sur YouTube sont comment dire, open source. Si vous ne pouvez pas m'avoir en live, prenez une base où, évidemment qu'il y a plein d'autres collègues qui font ça aussi. Il y a vraiment à entrer finalement dans cette expression des pratiques numériques des uns et des autres et arriver à faire de la réflexivité là-dessus. Donc, chercher des ressources en ligne, c'est bien, mais se mobiliser sur le terrain dans des assos de parents d'élèves, dans des réunions de parents, dans des réunions, dans des centres sociaux, des associations, etc., je pense que c'est beaucoup mieux, en fait. Alors, je suis obligé donc de dire que c'est exact. Puisque chacune est enregistrée, partagée sur le site de la trousse à projet, avec une fiche accompagnatrice qui est une sorte de verbatim de ce qui a été dit par chaque expert et experte, avec une proposition à la fin d'animation d'atelier précisément parents, enseignants-parents, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc on ne peut qu'appuyer la proposition de Pascal de causer, effectivement. Je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Dernière question, Pascal, avant de conclure, parce que voilà, on est très ponctuel, mais là on a légèrement dépassé. Dernière question, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est Enora qui nous demande comment toucher les parents éloignés du numérique. Alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est vrai que dans notre triptyque, là, on a les enseignants, on a les élèves et on a les parents. Bon, les enseignants, si on se donne les moyens, même si c'est une tâche gigantesque, on peut les former petit à petit, on peut faire des choses. Les élèves, ils sont a priori là, donc si on met en place, et il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, on peut les capter. Il reste la question, je pense, la plus difficile, c'est comment on attire les parents les plus éloignés du numérique, puisque en général, on sait très bien que quand on fait une conférence, on fait un atelier, les gens qui viennent sont presque ceux qui savent déjà le plus, et on n'arrive pas à toucher les parents éloignés. Alors, est-ce que voilà, vous avez des conseils là-dessus? Voilà, j'ai un témoignage et une expérience là-dessus. Je fais partie des gens qui avaient été invités à cette merveilleuse aventure au début des années 2000 des universités populaires d'ATD Carmonde, autour d'un collègue de l'université de Tours qui s'appelait Gaston Pinault. Et j'en avais tiré vraiment une expérience enrichissante et ça m'avait énormément servi, y compris pour faire des travaux de recherche vis-à-vis des publics éloignés. Le principe des universités populaires, c'est pas de faire de la conférence, c'est finalement de faire travailler avec des bénévoles, des personnes en situation de très très grande précarité sur finalement des sujets sociaux, voilà. L'hygiène, la liberté, les maladies, la sexualité, etc. est arrivé récemment le numérique. Donc j'ai été invité plusieurs fois, c'est plutôt la position de grand témoin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on réagit, on interagit, des fois on en prend pour son grade parce qu'on nous prend pour le défenseur des politiques publiques sur le numérique, etc. Mais c'est toujours très, 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 très intéressant.
Cet apprivoisement finalement des publics les plus éloignés par cette méthodologie est vraiment très 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 intéressant. Et donc dernièrement, elle a trouvé, je dis dernièrement, ça fait plusieurs années quand même, elle a trouvé une extension qui s'appelle l'Université populaire des parents. La plupart du temps, c'est des travailleurs sociaux qui démarrent ça, hein, des équipes de prévention, mais ils mobilisent des enseignants, des formateurs, des parents d'élèves, etc. Tout le monde se met en position de parent et discute des situations problématiques parentales. Évidemment que le numérique arrive. Et donc, on va chercher des grands témoins. Donc, on se retrouve avec des gens que vous avez, des gens qui font ça. Il y a Anne Cordier, par exemple, que ça intéresse aussi. Voilà, bon. Et moi, on m'a sollicité plusieurs fois. En fait, vous allez vous retrouver avec des gens qui vous posent des questions de leur quotidien qui dépassent complètement ce que Bourdieu appelait le capital culturel. C'est-à-dire ce monsieur qui va vous demander finalement comment on fait pour faire respecter la règle du jeu qui est interdit aux moins de 18 ans et expliquer à un monsieur en grande précarité comment finalement la règle qui est interdite aux moins de 18 ans, c'est pas totalement la règle parce que la norme d'usage fait qu'aujourd'hui les gamins de 15 ans jouent aux jeux interdits de moins de 18 ans, mais que c'est dangereux quand ils n'ont que 7 ans, ou expliquer à cette dame qui finit par dire qu'elle a dépensé 800 euros avec sa fille en skin sur Fortnite, c'est-à-dire des déguisements virtuels sur un jeu, qu'elle se rende compte que c'est pas la norme, quoi, que c'est beaucoup trop, et que évidemment beaucoup de parents qui ont bossé, enfin qui ont accompagné leurs enfants autour de Fortnite acceptent une, deux, trois skins, mais 800 euros sur un an, c'est quand même beaucoup. Et donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, alors probablement que ça peut prendre plein d'autres noms, hein, mais ce modèle des universités populaires des parents, c'est finalement un modèle d'intervention coopérative, quoi. On est vraiment dans cette logique de modèle d'intervention coopérative ancré dans les territoires, porté par des professionnels et des Oui. bénévoles de différents secteurs. Et c'est d'une efficacité redoutable. On a des travaux de recherche internationaux aujourd'hui qui renvoient à ces pratiques-là en Amérique latine, en Inde, au Pakistan, etc., et qui renvoient à cette grande idée de capacité. Vous savez, les capacités, c'est les compétences en sommeil, parce que dans l'environnement, il n'y a pas la possibilité de les exprimer, ces compétences. Et je pense que là, on rejoint vraiment quelque chose qui est important. Et si du côté des territoires numériques éducatifs, ces dynamiques-là pouvaient se développer, c'est à mon avis, c'est probablement pas la seule voie, mais c'est la voie pour moi qui est aujourd'hui la plus prometteuse dans cette question d'accompagnement à la parentalité numérique des publics les plus fragiles. Tout à fait. Bon, merci Pascal, c'est une transition parfaite, puisque, j'allais dire justement que par rapport enfin que ce que vous présentez, c'est un des formats qui, je pense, est proposé et en tout cas peut être proposé par des partenaires de l'école, hein, au sens très large, donc des associations d'éducation populaire, des travailleurs sociaux, voilà et donc il y a sans doute quelque chose vraiment à creuser. Alors est-ce que c'est au niveau d'une école? Est-ce que c'est au niveau d'une académie? Est-ce que c'est enfin, est-ce que voilà, je pense qu'il peut y avoir des partenariats vraiment à tous les niveaux. Merci beaucoup, Pascal, pour votre participation à cette, 7e conférence. Hem et pour le voilà, d'avoir, pris le temps de démêler, donc une idée reçue qui constitue un sujet, vraiment important pour la coéducation numérique. On a mentionné André Tricot, on a mentionné Anne Cordier. Sachez qu'on les a eus, dans ce cycle, donc vous pouvez retrouver, voilà la rediffusion du webinaire et la fiche, donc une fiche, pédagogique donc que je mentionnais, hein, qui accompagne chacun de nos échanges. Voilà donc bon ça on merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, très nombreux en direct puisque vous étiez à nouveau, un peu plus de 200, donc merci pour les questions, les interactions. Désolé de ne pas avoir pu toutes les traiter. Le format, donc est ce qu'il est, hein, à chaque fois. La conférence, je le disais, a été enregistrée, donc elle sera, retransmise très prochainement sur le site de la Trousse à Projets. Donc c'est tne.trousseaprojet.fr. Voilà, elle sera accompagnée de la fameuse fiche outil. Vous pouvez déjà retrouver, je crois, 4 ou 5 idées reçues.
qui ont déjà été mises en ligne. Voilà, notre cycle de conférences, il continue le mois prochain. Donc rendez-vous le mercredi 1er février pour notre 8e conférence. Cette fois, la question sera vrai ou faux. Le numérique fait baisser le niveau intellectuel et scolaire des élèves. Et nous serons accompagnés par Corentin Gontier, professeur des universités en psychologie du développement à l'Université de Nantes et membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, encore merci Pascal, merci à toutes et tous et Merci à excellente fin de toi. journée. Bonne Merci beaucoup. journée Bonne et journée. très bonne année Et très bonne 2023 année. à tout Tout le à fait, monde. très bonne année 2023. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.